Et bonjour, on se retrouve pour un nouveau numéro de Manu refait l'actu, c'est le numéro 16. Honnêtement, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un Manu refait l'actu, il s'est passé tellement de choses depuis les élections européennes, la dissolution de l'Assemblée nationale, les nouvelles élections législatives, la constitution du nouveau Front populaire, la victoire du nouveau Front populaire aux élections législatives, la volonté pour le nouveau Front populaire de constituer un gouvernement, le coup de force d'Emmanuel Macron pour empêcher le nouveau Front populaire de gouverner, la mise en place d'un gouvernement de droite alors que les Français avaient donné un plus grand nombre de députés au nouveau Front populaire. Gouvernement de droite conduit par Michel Barnier, issu d'une formation politique qui a fait moins de 6% aux dernières élections législatives, en quelque sorte, qui est arrivé dernier aux élections. En France, c'est celui qui arrive dernier aux élections qui se retrouve à la tête du gouvernement. Une première motion de censure que nous avons déposée, nous les Insoumis, et qui malheureusement n'a pas pu être adoptée, c'était la semaine dernière. Bref, il s'est passé beaucoup de choses, mais c'est l'occasion, avec ce nouveau numéro de Manu refait l'actu, de faire le point sur l'actualité des prochains jours. Manu refait l'actu, c'est le numéro 16, et ça commence maintenant. Alors, le cœur de l'actualité dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, c'est la discussion sur le budget à l'Assemblée nationale et au Sénat. À la fin de l'année, à partir du mois d'octobre et jusqu'au mois de décembre, on discute de ce qu'on appelle le projet de loi de finances, PLF, l'acronyme, c'est le budget de l'État. Et le projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est le budget, comme son nom l'indique, de la sécurité sociale. Et c'est des moments très importants parce qu'on va donc déterminer quelles sont les recettes de l'État et de la sécurité sociale et comment ces recettes sont dépensées, quels sont les ministères qui sont financés, où on met de l'argent, comment sont organisés les impôts en France, comment la sécurité sociale est financée, qu'est-ce qu'elle permet de rembourser, quelles sont les modalités de financement des retraites. Bref, toutes ces grandes questions, elles sont dans les discussions du budget. Et là, on est à l'aube de la plus grande saignée budgétaire que la France n'ait jamais connue, puisque le gouvernement de Michel Barnier affiche un objectif, faire 60 milliards d'euros d'économie. 60 milliards, c'est beaucoup. 60 milliards, c'est à peu près les 3/4 du budget de l'éducation nationale, pour donner un exemple. Et donc Michel Barnier arrive et dit, il va falloir faire 60 milliards d'euros d'économie. C'est comme si on supprimait les 3/4 du budget de l'éducation nationale. Et bien évidemment, Michel Barnier, il fait ça en s'appuyant sur des prévisions et des prédictions économiques et une situation budgétaire, notamment de déficit de la France, qui est très important. Ce qu'il ne dit pas, c'est que si le déficit est important en France, c'est la conséquence de la politique qui a été mise en place, notamment par Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2017. Il faut avoir un chiffre en tête, c'est très simple, c'est très clair. Michel Barnier dit « je veux faire 60 milliards d'euros d'économie ». 60 milliards, c'est exactement le chiffre des recettes en moins pour l'État depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, depuis 2017, il a supprimé les impôts sur les plus riches, il a baissé l'effort et les prélèvements sur notamment les grandes entreprises, les multinationales, et ça s'est traduit par deux conséquences très concrètes. Premièrement, il y a 60 milliards d'euros par an de recettes en moins pour l'État. Deuxièmement, les plus riches se sont encore plus enrichis et les grandes entreprises ont obtenu, encore l'année dernière, un record de versement des dividendes aux actionnaires. Et une fois qu'Emmanuel Macron a bien vidé les caisses en faisant des cadeaux aux plus riches et aux grandes entreprises, il vient nous voir, vous, moi, les Françaises, les Français, et il nous dit maintenant, les riches se sont bien goinfrés d'argent public, c'est à vous de payer la facture. Et donc les 60 milliards d'euros d'économie, c'est des budgets en moins pour les ministères, en particulier pour le ministère de la Santé, pour le ministère de l'Éducation nationale, pour le ministère des Sports, pour le ministère de l'Écologie, pour donner ces exemples-là. Et puis, c'est des efforts supplémentaires qui sont demandés aux Françaises et aux Français. Prenons quelques points. Michel Barnier avait dit « il n'est pas question que les efforts se concentrent sur les classes populaires ou les classes moyennes ». Ils annoncent qu'ils vont reporter la revalorisation normalement automatique des pensions de retraite. Normalement, tous les 1er janvier en France, les pensions de retraite sont réévaluées à la hauteur de l'inflation. Et bien cette année, Michel Barnier nous dit non, ça ne sera pas le 1er janvier, ça sera le 1er juillet. Et ça touche tous les retraités, même ceux qui ont des toutes petites retraites. Très concrètement, on estime à peu près 300 € en moyenne par retraité en moins en raison du report de cette revalorisation des retraites au 1er juillet. Et ça frappe des retraités qui ont beaucoup de moyens, mais ça frappe aussi les retraités pauvres. Et les retraités pauvres, ils sont à hauteur de 2 millions en France. C'est 2 millions de personnes qui sont à la retraite et qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et bien ces gens-là, on va leur prendre encore alors qu'ils ont déjà des difficultés à finir les fins de mois. Deuxième exemple, Emmanuel Macron et Michel Barnier vont augmenter les taxes sur l'électricité. Après la crise sanitaire, il y a eu de l'inflation,
les cours de l'électricité ont augmenté fortement et à l'époque, le gouvernement avait dit « je vais réduire les taxes sur l'électricité pour que ça ne se traduise pas trop fortement sur les factures d'électricité ». Et là, il veut non seulement remettre les taxes au niveau auquel elles étaient avant, mais en plus les augmenter. Il faut savoir que les factures d'électricité, elles ont déjà augmenté depuis 2022 en moyenne de 40%. Et donc, c'est pas assez pour Emmanuel Macron et pour Michel Barnier qui veut vous en prendre encore davantage en continuant à augmenter les taxes sur l'électricité, les taxes sur les abonnements. Bref, encore une fois, c'est les Françaises et les Français qui vont payer. Troisième exemple, des coupes budgétaires dans les ministères. Exemple, le budget de l'éducation nationale avec de l'argent en moins pour l'éducation nationale et c'est 4000 professeurs en moins en raison de ces coupes budgétaires qui se préparent pour l'année prochaine, alors que tout le monde sait la situation de l'école publique, les difficultés en raison des professeurs non remplacés, les classes qui sont surchargées, trop importantes. On est parmi le pays en Europe où on a les classes avec le plus grand nombre d'élèves. Et bien, si vous voulez apporter une réponse à ce sujet, si vous voulez faire en sorte que nos enfants puissent être éduqués dans des bonnes conditions, eh ben, il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux dans les classes. Il faut qu'il y ait un professeur en face des élèves dans les classes. Et ben, ça nécessite des moyens et ça nécessite certainement pas de couper dans le budget de l'éducation nationale. Quatrième exemple, Michel Barnier s'apprête notamment sur tout le volet du budget de la sécurité sociale à multiplier les mesures et les dispositions pour réduire les remboursements des médicaments, réduire sans doute les remboursements ou en tout cas augmenter la participation des Français à une consultation médicale. Bref, tout un tas de mesures qui vont rendre l'accès aux soins beaucoup plus difficile alors qu'on sait déjà qu'une grande partie du peuple aujourd'hui renonce à se soigner pour des raisons financières. Alors vous voyez, ils sont arrivés dans cette discussion en disant on va faire des économies mais il n'est pas question que ça frappe les Français dans leur grande majorité. On voit bien que ce qu'il y a sur la table aujourd'hui fait précisément l'inverse, c'est-à-dire ça frappe les Français pour la grande majorité dans des mesures qui vont les impacter dans leur pouvoir d'achat, dans leurs conditions de vie, dans leur capacité à se soigner. Bien évidemment, les députés insoumis s'opposent pied à pied à ce budget et font des propositions alternatives. Emmanuel Macron a vidé les caisses en multipliant les cadeaux aux plus riches et aux grandes multinationales. Il y a une solution simple, c'est de re-remplir les caisses en mettant à contribution les plus riches, les multinationales. Et nous avons fait avec nos partenaires du Nouveau Front Populaire 10 propositions qui permettent d'augmenter les recettes de l'État à hauteur de 50 milliards d'euros. C'est par exemple le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour prendre cet exemple-là. C'est par exemple une taxation des super profits réalisés par les entreprises et notamment les grandes multinationales depuis maintenant plusieurs années. C'est par exemple une taxation renforcée sur les très gros héritages, les gens qui transmettent un patrimoine de plus de 10 millions d'euros. Oui, on considère qu'ils peuvent être mis davantage à contribution pour aider et participer à la solidarité nationale. Cet examen du budget à l'Assemblée nationale, il a commencé ce mercredi en commission et à partir de lundi prochain, il va commencer en séance à l'Assemblée et nous avons déposé des amendements. On discute du budget en deux parties. Première partie, on discute des recettes. Et nous avons donc des propositions à faire. Je vous en ai parlé, la France Insoumise en fait également, en plus de celles que nous avons travaillées avec nos partenaires du Nouveau Front Populaire. Et puis il y aura ensuite une deuxième partie sur les dépenses. C'est où on met l'argent, quelles sont les priorités, comment on affecte les ressources de l'État. Ça sera un petit peu plus tard, à la fin du mois d'octobre. En tout cas, on va se battre pour empêcher cette saignée sans précédent. Les 60 milliards d'euros d'économies que propose de faire Michel Barnier, c'est environ 2% du PIB. C'est l'équivalent du plan d'austérité qui avait été infligé à la Grèce au début de l'année 2010. À cette année-là, on a fait un plan d'austérité de 2% du produit intérieur brut. C'est-à-dire qu'on a réduit les dépenses publiques à hauteur de 2% du produit intérieur brut. La conséquence très concrète, ça a été beaucoup plus de souffrance, beaucoup plus de misère, beaucoup plus de pauvreté et une situation économique qui s'est dégradée pour une raison très simple, c'est que quand la dépense publique baisse, quand il y a moins d'investissement public, alors la situation économique du pays, elle s'arrête, elle se comprime. Quand vous demandez des efforts à ceux qui ont déjà très peu, c'est de l'argent qui d'habitude, lorsqu'elle leur est reversée, va directement dans l'économie parce qu'elle est utilisée pour consommer, pour se nourrir, pour aller se soigner, pour se coiffer. Elle n'est pas placée sur un compte en banque pour être épargnée. À l'inverse, quand vous favorisez une politique en faveur des plus riches, vous n'alimentez pas la machine économique. En Grèce, 2% de réduction, 2% du PIB de réduction de la dépense publique, ça s'est traduit par une baisse de l'activité économique, une baisse du PIB dans les années suivantes de 25%. Et en France, les économistes qui travaillent sur l'impact que pourrait avoir
Sur la situation économique du pays, le plan d'austérité gigantesque de Michel Barnier parle déjà d'une réduction de entre 0,4 et 1 point de croissance pour l'année prochaine. C'est une conséquence majeure sur l'économie du pays. Donc c'est non seulement un non-sens parce que ça va se traduire par beaucoup plus de souffrance pour le peuple, mais en plus c'est un non-sens économique parce que ça va asphyxier la machine économique et c'est donc une logique complètement inverse qu'il faut faire. C'est cette logique inverse que nous avions proposée dans le programme du nouveau Front populaire. Au contraire, c'est un programme qui permet d'augmenter la dépense publique dans un certain nombre de services publics, dans les efforts pour la rénovation thermique des logements, pour la transition écologique, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui fait ensuite tourner la machine économique. Ça va être la bataille très importante des prochains jours, des prochaines semaines et des prochains mois. Nous allons nous battre amendement par amendement pour essayer de modifier ce budget. Et bien évidemment, si nos amendements ne sont pas adoptés, nous voterons contre le budget. Et si le gouvernement s'entête à utiliser un 49.3 comme il l'avait fait à de nombreuses reprises dans la mandature précédente pour passer en force son budget, c'est clair, les Insoumis déposeront une motion de censure avec l'objectif de faire tomber le gouvernement de Michel Barnier, mettront la responsabilité au président de la République en le mettant dans une impasse parce qu'il n'aura plus d'autre solution, continueront à défendre la destitution du président de la République avec l'idée que cette mauvaise politique qui est infligée aux Français puisse s'arrêter le plus rapidement possible et qu'on puisse enfin ouvrir un autre moment, une autre page de l'histoire de France avec une politique qui profite au plus grand nombre et pas à une toute petite minorité qui s'en met plein les poches sur le dos des gens, sur le dos des Français, sur le dos de l'environnement et de la planète qui souffrent de cette situation alors qu'on sait que chaque jour qui passe, c'est un jour de perdu dans la lutte qui doit être implacable contre le changement climatique. Voilà ce que nous allons faire dans les prochaines semaines au niveau de l'Assemblée nationale et vous pouvez compter sur la mobilisation des insoumises et des insoumis sur ce sujet. Le gouvernement de Michel Barnier, s'il s'entête dans ses options économiques, ne résistera pas à l'examen budgétaire. Pour l'instant, il a pu résister en ne pouvant compter que sur la complicité du Rassemblement national. Le Rassemblement national qui, après avoir dit pendant toute la campagne des élections législatives que si on votait pour eux, on allait obtenir une forme de rupture avec le macronisme, qu'eux, ils allaient défendre les gens qui souffrent le plus, les gens qui ont le plus de difficultés. Aujourd'hui, ce sont les larbins du macronisme, ce sont les béquilles du macronisme. C'est eux qui permettent à Emmanuel Macron et à Michel Barnier de continuer à mettre en œuvre leur mauvaise politique. Ils ont refusé de voter la motion de censure que nous avons déposée la semaine dernière pour faire tomber Michel Barnier. Ils ont refusé de voter la motion de destitution du président de la République pour faire en sorte de faire partir le vrai responsable de cette situation, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Et nous allons continuer à leur mettre la pression parce que pour l'instant, si Michel Barnier peut mettre en place cette mauvaise politique, ces mauvaises mesures dont je vous ai parlé dans le budget, c'est bien parce que le Rassemblement national l'accepte. Faites-le savoir autour de vous. Bien évidemment, l'actualité, malheureusement, c'est aussi la situation internationale toujours aussi dramatique. À Gaza, au Liban, vous l'avez peut-être vu encore ces derniers jours, avec les massacres, le génocide qui est en cours aujourd'hui à Gaza qui se poursuit. On a eu des images terribles ces derniers jours, des attaques de l'armée israélienne sur le camp de réfugiés de Jabalia. C'est au nord de la bande de Gaza, avec encore des images qui étaient des images terribles. Depuis la rentrée, malheureusement, l'armée israélienne n'en reste pas au génocide en cours à Gaza. Elle s'attaque aujourd'hui aussi au Liban avec des bombardements qui ont frappé l'ensemble du Liban, en particulier la capitale Beyrouth, avec une attaque maintenant qui est une attaque au sol sur le sud Liban, avec déjà plus de 2000 Libanais qui sont morts depuis le déclenchement des attaques de l'armée israélienne, avec plus d'1 million de civils libanais qui ont dû se déplacer, qui ont dû fuir l'endroit où ils habitent sur les 8 millions qui constitue aujourd'hui la population libanaise et avec des franchissements de seuil quasiment tous les jours de la part du gouvernement de M. Netanyahou et de l'armée israélienne, puisque la semaine dernière, c'est y compris des soldats de la FINUL, qui est la force d'interposition de l'Organisation des Nations Unies, qui sont positionnés au Liban, dans lequel il y a des soldats français qui ont été attaqués par l'armée israélienne. Et on a assisté à une nouvelle opération de complicité, de passivité du président de la République Emmanuel Macron, à qui il a fallu 2 attaques de l'armée israélienne sur la force des Nations Unies pour commencer à comprendre que c'était peut-être un problème et convoquer l'ambassadeur israélien pour lui dire que ce n'était pas possible. Mais même convoquer l'ambassadeur israélien, même faire des tweets pour appeler au cessez-le-feu, même prendre la parole dans les médias comme il l'a fait ces derniers jours en disant que peut-être qu'il faudrait commencer à se poser la question de savoir pourquoi on continue à livrer des armes à Israël, ça ne sert strictement à rien si ça ne s'appuie pas et si ça ne se traduit pas par des mesures concrètes pour contraindre le gouvernement de Netanyahou et l'armée israélienne à un cessez-le-feu global à Gaza et au Liban.
Et ces mesures concrètes, on les connaît. On les connaît bien puisque nous, les Insoumis, ça fait depuis maintenant plusieurs mois que nous disons à chacune de nos interventions qu'il faut des sanctions économiques contre le gouvernement de Netanyahou, qu'il faut suspendre l'accord d'association économique entre l'Union européenne et Israël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un accord de coopération entre l'Union européenne et Israël qui permet en particulier aux produits fabriqués en Israël de pouvoir rentrer dans l'espace économique européen sans quasiment aucun droit de douane, comme si nous étions dans un même accord de libre-échange sans frontières sur les marchandises. Il suffit que l'Union européenne passe enfin à l'acte et suspende cet accord d'association économique pour construire du rapport de force avec Netanyahou. Donc sanctions, donc suspension de l'accord d'association économique, donc embargo sur les armes, les livraisons françaises bien évidemment, mais se battre aussi au niveau européen et au niveau international pour que cet embargo soit total. Parce qu'on ne peut plus massacrer des gens si on ne dispose pas des armes qui permettent ces massacres. Parce qu'on ne peut plus conduire un génocide si on ne dispose pas des armes qui permettent de conduire ce génocide. Et enfin, quatrième mesure, l'Espagne l'a fait, notamment il y a quelques mois, c'est la reconnaissance officielle par la France de l'État de Palestine. On a besoin de l'autorisation de personne pour le faire. Ça ne réglera peut-être pas tous les problèmes, mais ce serait une action forte, symbolique, qui marquerait une désapprobation, une condamnation des actions de l'armée israélienne et qui exprimerait notre solidarité et notre soutien avec la population palestinienne massacrée sans aucune pitié depuis maintenant plusieurs mois, avec ces images qui nous hantent et qui resteront sans aucun doute comme une tache de sang sur le drapeau de l'humanité. Les autres éléments de l'actualité ces derniers jours, c'est notamment cette décision qui a été, peut-être l'avez-vous vu, qui a été annoncée de la part du groupe Sanofi de vendre sa filiale grand public qui fabrique en particulier le Doliprane. Et Sanofi veut vendre cette filiale grand public à un fonds de pension américain qui, bien évidemment, n'en a rien à faire des besoins en matière de santé des Françaises et des Français, qui ne se préoccupera jamais de la question de la souveraineté sanitaire, c'est-à-dire de notre capacité en France à produire les médicaments dont nous avons besoin. Et le gouvernement, parce que nous l'avons alerté sur ce sujet, parce que nous avons posé une question au gouvernement sur ce sujet, parce qu'il y a des mobilisations des salariés de Sanofi, le gouvernement nous rejoue le même éternel refrain des garanties du groupe américain qui s'engagerait à ne pas supprimer les emplois, qui s'engagerait à maintenir la production en France. Or, on sait que ce même type d'engagement nous ont déjà été servis, par exemple, quand la branche d'Alstom a été vendue à General Electric, où à l'époque on nous disait mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas de suppression d'emplois, etc. Et on a vu que ça s'était traduit malheureusement par des milliers de suppressions d'emplois. Le partenaire qui, soi-disant, veut acheter cette filiale de Sanofi n'est pas un partenaire, c'est un fonds vautour, rapace, qui veut acheter avec un seul objectif, c'est augmenter les dividendes versés aux actionnaires, augmenter la rentabilité de l'entreprise. Et il n'en a strictement rien à faire des garanties ou des exigences que peut lui poser le gouvernement français. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, on peut utiliser immédiatement un décret qui figure dans la loi aujourd'hui et qui permet au gouvernement de s'opposer sur des enjeux qui sont des enjeux de souveraineté essentiels à la nation, de s'opposer à la vente de cette filiale grand public à un fonds de pension américain. Mais surtout, si on fait ça, on n'a pas réglé le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que ces médicaments-là, ils sont indispensables et ce ne sont pas des objets sur lesquels les grandes entreprises devraient pouvoir chercher à maximiser leur taux de profit parce qu'on a besoin de Doliprane pour se soigner, parce qu'on a besoin d'un certain nombre de médicaments pour être sûr de pouvoir être en bonne santé. Et donc, il faut constituer un pôle public du médicament comme le propose le programme de la France Insoumise, c'est-à-dire un pôle dont la propriété est publique, qui n'a pas d'objectif de rentabilité et qui n'a pour seul objectif de garantir notre capacité à produire les médicaments dont nous avons besoin au quotidien en étant dépendants de personne d'autre que de nous. Et face à cette action tout à fait déloyale de Sanofi qui veut vendre cette filiale, alors il y a le chemin vers la nationalisation de Sanofi pour faire en sorte d'avancer vers la constitution de ce pôle public du médicament. Voilà la proposition que nous avons mise sur la table. Il y a bien d'autres sujets dans l'actualité, bien évidemment, mais on en parlera lors d'un prochain numéro de Manu refait l'actu. Le cœur de l'actualité aujourd'hui, le cœur des batailles qui vont venir, c'est la bataille budgétaire. Vous pouvez compter sur nous, mais nous comptons aussi sur vous pour relayer les arguments, pour faire savoir quels sont les mauvais projets du gouvernement, pour faire connaître l'action d'opposition des députés insoumis avec un objectif, faire tomber le gouvernement de Michel Barnier, faire partir le président de la République Emmanuel Macron. Et vous pouvez signer pour ça la pétition sur le site macron-destitution.fr.
.fr pour appuyer notre démarche de dissolution et permettre enfin d'avoir un budget qui répond aux besoins du pays, qui soit juste, qui mette à contribution en particulier les grandes fortunes et les grandes entreprises. Voilà sur quoi on va se battre et je compte sur votre soutien pour relayer nos combats, pour nous aider, pour vous mobiliser aussi de votre côté, pour nous alerter sur ce que vous voyez dans le budget qui doit être modifié. Nous sommes les représentantes et les représentants du peuple à l'Assemblée nationale et nous avons bien l'intention d'aller au bout de notre mission. Allez, bye bye, à la prochaine. Ciao.